Bienvenue sur la chaîne Savoir-faire digital. Cette vidéo poursuit la série sur l'étude des concepts de la programmation orientée objet en abordant le polymorphisme de classe en Python. Ce polymorphisme diffère des polymorphismes de fonction. Dans cette vidéo, nous appliquons le polymorphisme à l'héritage de classes permettant d'utiliser le même nom de méthode avec des comportements différents selon la classe. Nous aborderons également les fonctionnalités intégrées comme les décorateurs, les accesseurs, les mutateurs, l'encapsulation, la validation et la compatibilité en programmation Python. Nous présenterons aussi un cas d'application réelle des concepts étudiés dans le domaine de la physique-chimie et vous laisserons quelques détails d'implémentation comme exercice d'application pour celles et ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Voilà, nous allons illustrer les concepts énoncés avec des démonstrations pratiques. Nous débutons cette démo rapidement avec le polymorphisme de la fonction length. Donc, nous allons voir que le comportement de la fonction varie en fonction du type de son argument. Ici, on va commencer avec le cas le plus simple, le cas des chaînes de caractères. Bon, ça c'est juste en fait un rappel, nous savons comment ça se passe. Par exemple, ici, si je passe une chaîne de caractères à la fonction length, vous allez voir qu'en fait le résultat c'est bien en fait le nombre de caractères. Donc là, on voit length égale à 12. Ça, nous le savons déjà. Maintenant, on va passer au type range, tuple ou bien list. Bon, ici, je ne vais pas m'attarder sur ça. Nous connaissons comment on définit, par exemple, un range, un tuple, une liste, et je mets aussi toutes ces variables-là dans un tuple, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais juste, en fait, faire une boucle sur l'ensemble de ces variables-là, et pour chaque variable, je vais essayer de passer l'argument x. Bon, x, c'est donc quoi? C'est juste la variable, hein? Donc, on va exécuter ceci. Ici, on voit par exemple, pour le range, on aura une longueur de 10. Pour le tuple, on aura une longueur de 10 aussi. Et pour la liste, on aura une longueur de 10. Et je pense que c'est évident parce que regardez comment nous avions déjà défini en fait notre range. C'était en fait de 1 à 10. Donc, comprenez très bien que en fait la dernière valeur n'est pas incluse. Donc, ce sera de 1 à 10. Et puisque nous avons construit notre tuple sur la base de notre range et nous avons aussi construit notre liste sur la base de notre range. Donc évidemment, on va voir que toutes ces variables-là, le range, le tuple et la liste auront la même longueur et on voit bien que la longueur égale à 10. Maintenant ici, la longueur, c'est la longueur de l'ensemble, donc en fait le nombre d'éléments, voilà. Nous avons vu que pour la chaîne de caractères, c'est le nombre de caractères, ok? Donc là aussi, ça vous montre en fait le comportement de la fonction par rapport à l'argument qui lui est passé. En fait, c'est ça la notion de polymorphisme de fonction, le comportement différencié de la fonction par rapport à l'argument qu'on lui donne. Voilà une façon de faire cet affichage-là. Vous allez bien voir qu'en fait, ici, j'ai utilisé une tabulation pour mettre de l'espace. Donc, ça, c'est une façon de faire. Mais vous allez comprendre avec moi que cette façon-là, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez plus de contrôle, bon, pour l'instant, je vais commenter ceci. Il y a d'autres options. Et là, par exemple, vous pouvez utiliser en fait ce formatage-là. Vous pouvez utiliser un f-string et puis vous allez passer type of x pour chercher le type de la variable et puis vous transformez en fait le type de la variable en chaîne de caractères et après vous affichez en fait la chaîne avec un formatage adéquat. Par exemple, là, vous faites ce qu'on appelle write padding avec des espaces. Et pour cela, c'est très simple. Vous utilisez en fait après le formatage inférieur à 15 pour dire qu'en fait vous voulez 15 caractères. OK? Je vais d'abord effacer ceci. Et si j'exécute encore, vous allez voir qu'on aura le même résultat.
Donc, c'est la même chose. Et bon, je vais aussi commenter ceci. Il y a une autre façon de faire si vous voulez. Si, par exemple, vous ne voulez pas afficher en fait classe, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? Il faut juste aller chercher en fait le nom du type. OK? Et maintenant, puisque vous avez enlevé ce qui est là, donc vous pouvez changer votre formatage en disant qu'en fait j'ai besoin tout simplement de 7 caractères. OK? Et après, on affiche ce qui vient après. Bon, on va exécuter et vous allez voir le résultat. En fait, ça, c'est des façons de contrôler en fait votre affichage, c'est tout. Hein. Bon, je sais qu'en fait, l'idée centrale, c'est le polymorphisme, mais en même temps, il est bien de montrer en fait des astuces. Donc ici, par exemple, bon, je vais effacer ceci d'abord. Et on va exécuter encore. Donc voilà, vous voyez que donc ici, dans ce cas de figure-là, en fait, l'affichage est beaucoup plus propre. Range, type, liste. Donc pour le range, on avait une longueur de 10. Pour le type, on avait une longueur de 10. Et pour la liste, on a aussi une longueur de 10. Maintenant, on va passer au dictionnaire, par exemple, toujours en utilisant en fait length. Ici, je vais définir mon dictionnaire. Vous voyez ici, je vais dire R pour my range, et puis pour la variable tuple, la clé c'est T, et pour la variable liste, en fait, la clé c'est L. Et puis, je vais afficher mon dictionnaire, et puis après, je vais toujours, pour juste vous montrer directement le comportement en fait de la fonction. Donc ici, je vais passer mon dictionnaire, et puis je vais regarder le comportement de la fonction length. Donc on va exécuter. Donc vous voyez qu'ici, nous avons notre dictionnaire qui est là, et là, on aura une longueur de 3. Pourquoi 3? Donc c'est le nombre en fait de paires, n'est-ce pas? Je pense que vous le voyez. Donc la paire, c'est la clé et la valeur. Ça, c'est la valeur pour R, ça, c'est la valeur pour T, ça, c'est la valeur pour la liste. OK? Voilà ce qu'on appelle en fait rapidement le polymorphisme de fonction. C'est le comportement différencié de la fonction par rapport à son argument. Voilà, je pense que c'est clair. Maintenant, on va passer à l'essentiel. Donc, on va commencer par un cas très simple. Ici, on va avoir une classe de base que j'appelle véhicule. Bon, c'est la même chose, hein, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc ici, il n'y a rien à faire, c'est juste en fait le constructeur. On l'avait déjà dit, il faut toujours commencer par le paramètre self. Nous supposons qu'en fait, le véhicule aura une année. Donc ici, je, et puis par défaut, on met ici en fait l'année. OK? Pourquoi on fait ceci automatiquement ici? C'est juste en fait pour simplifier la construction de l'objet. Parce que si on passe ici un paramètre par défaut, donc lors de la construction, peut-être on n'aura pas besoin de passer ce paramètre-là parce qu'on sait qu'en fait c'est l'année courante. Et pour cela, je pense que vous l'avez déjà vu, on a tout simplement importé en fait la bibliothèque datetime. Donc from datetime, import datetime. Et puisque c'est tout simplement l'année qui nous intéresse, vous faites datetime et vous appelez en fait la méthode now, qui veut dire maintenant, et on prend tout simplement l'année. Voilà, après ici, on fait self.year equal to year. Donc, par défaut, c'est l'année courante et c'est ça, l'année. Je pense que vous avez vu quelque chose. Ici, nous avons utilisé une convention. Vous voyez qu'en fait, le paramètre ou bien l'attribut, l'année, a un nom qui commence par underscore. Je pense que vous l'avez vu. Bon, ceci, pour les gens qui sont expérimentés dans la programmation avec Python, c'est juste une convention interne qui signale aux développeurs qu'en fait, nous voulons utiliser cette propriété-là uniquement dans la classe. C'est en fait pour éviter l'accès indirect à cet attribut-là en dehors de la classe. C'est en quelque sorte une façon de faire de l'encapsulation. Nous allons revenir sur ceci tantôt. La propriété année, par défaut, c'est le paramètre année, et ce paramètre-là, par défaut, c'est l'année courante. C'est ceci qui nous intéresse le plus, c'est montrer comment appliquer, par exemple, le polymorphisme de classe.
Donc, vous voyez bien qu'ici, nous avons une classe véhicule. Ici, c'est move, c'est juste pour voir comment le véhicule se déplace. Dans le cas général, on fait tout simplement print move pour dire qu'en fait, le véhicule se déplace. OK? Évidemment, ça, c'est le cas général. Et vous savez très bien que chaque type de véhicule a une façon de se déplacer. Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Mais avant de parler de la notion de polymorphisme, on va, en passant, parler de concepts plus ou moins intéressants sur la programmation orientée objet. Avec Python, on va d'abord commencer avec la notion de décorateur. Par exemple, pour, vous l'avez vu ici, l'attribut ou bien la propriété année, year, donc, nous avons défini ici ce qu'on appelle un accesseur. Oubliez pour l'instant en fait le décorateur qui est là-bas. Nous allons tout simplement nous focaliser sur en fait la définition de la fonction. Donc ici nous avons def, bon c'est une fonction donc year et puis self, return self dot underscore year et puis vous avez bien vu qu'en fait le paramètre ici à l'interne, on utilise le paramètre toujours avec un underscore, on l'avait déjà dit, c'est la convention. Pour faire de l'encapsulation, bon, genre, dans le langage Python. OK? Ceci est OK ici, on peut le faire parce qu'on avait dit qu'on ne veut pas utiliser le nom de la propriété en dehors de la classe. Mais à l'intérieur, ça va. OK? Maintenant, ici, on a ajouté ce décorateur-là, addProperty. Ceci définit ce qu'on appelle une méthode accesseur pour cet attribut-là. En même temps, ici, on a défini ce qu'on appelle setter. Donc, quelqu'un peut se poser la question, pourquoi utiliser un underscore pour l'attribuer, puis exposer celui-ci via un décorateur addProperty. Donc, je vais répéter, le décorateur addProperty définit une méthode accesseur pour l'attribuer. Et l'autre décorateur, qui est là, @year.setter, permet de contrôler la modification de l'attribut dans le mutateur. Par exemple, si on veut faire de la validation en même temps avant de faire le changement de la propriété. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire ici. En fait, cette approche-là permet de faire trois choses, pour résumer. Un, ça nous permet de mettre en pratique plus ou moins la notion d'encapsulation, ce qui permet un contrôle accru sur la lecture et ou la modification des attributs d'une classe. Ça nous permet aussi de faire ce qu'on appelle la validation. Dans cette validation-là, on peut intégrer toutes les vérifications nécessaires au sein du mutateur de la classe. Et trois, ça nous permet aussi de faire de la compatibilité ascendante. C'est-à-dire, ceci facilite la modification ultérieure de la logique interne du code sans pour autant perturber le code externe. Et ceci améliore en fait la maintenance. Parce que si à chaque fois que vous changez votre code interne, vous changez le code externe, il y a beaucoup de problèmes. Alors que si on peut faire une mise à jour de la classe uniquement, sans pour autant faire la mise à jour en fait du programme consommateur, ceci facilite la maintenance de votre application. Pour revenir sur la notion de validation, par exemple, ici, le mutateur, on lui passe le paramètre année, mais imaginons, on veut aussi ajouter ici une validation. Imaginez, vous avez le service des mines, voilà, qui veut immatriculer en fait des voitures et on se dit qu'en fait la voiture ne peut pas avoir un âge supérieur à 10 ans, par exemple. Ok? Donc, dans votre code, il vous faudra appliquer cette validation-là. Et pour cela, nous allons d'abord trouver l'année courante. Nous savons comment faire ça. Date time, now, et puis l'année. Pour l'année limite, qui est là, c'est l'année courante moins 10. Et après, on fait un test. Est-ce que le paramètre qui est là, année, il est là? Est-ce qu'il est entre la limite et
l'année courante. Mais aussi autre chose. Pourquoi on comprend pourquoi la limite? Parce qu'on a dit que la voiture ne doit pas avoir un âge supérieur à 10. Parfait, nous connaissons la limite, mais pourquoi aussi mettre ici une limite? Parce que là, c'est pour éviter tout juste d'immatriculer une voiture dans le futur. Bon, je pense que j'ai bien expliqué cela. On ne peut pas immatriculer une voiture aujourd'hui alors que la voiture sera construite dans le futur. Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Très bien. Donc, il va falloir qu'en fait, l'année soit entre l'année limite et l'année courante. Si, en fait, ce test-là échoue, il faut ici lever une exception et dire qu'en fait, que l'année n'est pas valide. Maintenant, si l'année est valide, ici, bon, c'est très simple. Faire self._year equal to year. Voilà, donc ça c'est pour en fait la classe de base. Vous avez bien vu que nous avons parlé ici de plusieurs choses. On a déjà appris comment définir la classe de base. Nous avons aussi parlé de la notion de paramètre par défaut qui nous permet de faciliter en fait la construction de l'objet. Quoi d'autre? Ici, nous allons appliquer le polymorphisme de classe. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore clairement vu ça, mais ça va venir. Nous avons aussi parlé en fait de la notion de décorateur ici. Ça, c'est la méthode accesseur et ça, c'est la méthode mutateur. Et vous avez bien vu qu'aussi, on a appliqué beaucoup de choses ici. On a appliqué la notion de validation et nous avons aussi parlé de comment soulever une exception lors de la construction d'un objet. On va passer à la notion d'héritage et de polymorphisme. Donc ici, on va définir une sous-classe ou bien une classe phi basée sur véhicule, donc c'est voiture ou bien car. Bon, on s'est dit que le véhicule et la voiture se déplacent de la même façon, donc dans ce cas de figure-là, il ne sert à rien de redéfinir la méthode move. C'est la même chose, donc on fait tout simplement passe pour dire qu'en fait, il n'y a pas de changement sur la méthode entre le véhicule et la voiture. Maintenant, on va passer à la sous-classe, ou bien la classe phi bicycle, ou bien vélo. Nous savons très bien qu'en fait, un vélo ne se déplace pas de la même façon qu'un véhicule en général. Donc ici, il va falloir faire ce qu'on appelle méthode overloading. Il faut redéfinir, si vous voulez, la méthode move. Donc, on avait déjà dit que pour une voiture ou bien pour un véhicule quelconque, c'était juste se déplacer. Mais pour un vélo, le déplacement est particulier, c'est print write. OK? Voilà comment, en fait, un vélo se déplace. De la même façon, on définit ici une classe phi basée sur véhicule. Un bateau ne se déplace pas de la même façon qu'un véhicule. Donc, ici, le bateau navigue, donc print sail. L'avion ne se déplace pas de la même façon qu'une voiture. Print fly ou bien vol. OK? Et une fois que nous avons redéfini dans les classes phi ou bien dans les subclasses le comportement que nous voulons, on peut maintenant faire en fait les tests pour voir de quoi il s'agit réellement. Donc pour résumer, ce qu'il faut comprendre, c'est que le polymorphisme de classe, c'est le comportement différencié d'une méthode. Ici, par exemple, je vais définir en fait plusieurs objets en même temps. Je vais définir une bicyclette, je vais définir une voiture, je vais définir ici un bateau et là, je vais définir en fait un avion. Et vous avez bien vu que je n'ai pas donné en fait les paramètres par défaut parce que c'est inutile, parce qu'on avait déjà dit lors de la construction en fait de ces classes-là, par défaut, si on ne donne pas, comment je vais dire, d'année, c'est l'année courante. Je pense qu'en fait, savoir faire ces choses-là vous facilite aussi le travail pour aller vite. Une fois que nous avons ça, maintenant, on va ici afficher en fait le nom de la classe, bien sûr, et après, ici, on affiche l'année. Maintenant, regardez très bien. V, c'est l'objet qui est dans cet ensemble-là, mais on n'a pas mis, bon, ici, ça doit être year.
Ici, par exemple, on n'a pas mis underscore year. Pour éviter des problèmes, on se dit qu'en fait, le nom vrai qui est underscore year, on ne l'utilise que dans la classe. À l'extérieur de la classe, on n'utilise pas ce nom-là pour éviter qu'en fait, d'autres programmeurs accèdent à ce nom-là, le changent. Et c'est la raison pour laquelle nous avions déjà appliqué ici la notion de décorateur. À l'interne, on peut utiliser underscore year, mais à l'externe, on utilise tout simplement year, comme ceci. Et pour que cela marche, il faut ajouter en fait ceci en haut, add property. En fait, ça c'est la convention. Puisque maintenant on est à l'extérieur de notre classe, parce qu'on est en train de faire des tests ou bien on est en train de faire une logique externe, là on va accéder à la propriété, non pas suivant le nom interne, mais suivant en fait la convention. Donc il faut juste faire year sans underscore, n'est-ce pas? Donc ici on va afficher en fait l'année. Après ici aussi on va appeler en fait la méthode move. Maintenant attention, et c'est ça en fait l'intérêt. Maintenant on va voir est-ce que le polymorphisme est implémenté effectivement. Est-ce qu'en fait, suivant la classe, est-ce que le comportement est différent? Et c'est ça qu'on va voir. Et pour différencier aussi en fait les différents affichages, on va ici mettre en fait 10 underscore après chaque affichage. Je pense que vous avez compris ce que nous avons fait ici. On a tout simplement mis en fait une chaîne de caractères qui est un tiret bas et puis on l'a multiplié par 10 pour dire qu'il faut répéter ceci 10 fois. Maintenant, on va exécuter pour voir le résultat. Très bien, voilà le résultat. Donc, vous avez vu ici, en fait, bon, vous avez bien vu qu'on n'avait pas donné l'année ici. Tous les objets auront la même année, c'est l'année courante, 2025, 2025, 2025, 2025. Et pour le premier, c'était quoi? C'était le vélo, donc ride, voilà, ça roule. Pour la voiture, move, donc ça se déplace. Pour le bateau, sail, ça navigue. Et pour l'avion, fly, ça vole. Donc vous voyez, en fait, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle le polymorphisme de classe. C'est la même méthode, mais c'est le même nom de méthode, mais le comportement de la méthode est différent par rapport à la classe, ou bien si vous voulez, plus précisément, par rapport à la classe phi. Voilà, maintenant nous allons passer à l'application concrète. Donc nous allons essayer d'appliquer le concept de polymorphisme dans un champ, la physique chimie. Ici, nous allons commencer par définir une classe. Donc, c'est quoi un atome? Pour simplifier en fait la démonstration, nous allons tout simplement illustrer l'exemple avec les 10 premiers éléments de la table de Mendeleev. OK? Et vous allez aussi voir que nous n'allons pas utiliser la convention qui consiste à utiliser un underscore pour nommer nos propriétés. Nous n'allons pas non plus utiliser la notion de décorateur ou bien de getter et de setter. Nous vous laissons ceci comme exercice d'application. Non seulement vous pouvez implémenter toute la table complète, développer la table complète, ça c'est de 1. De 2, utiliser la convention pour les propriétés, la convention qui utilise en fait le tiré du bas, et les getters et les setters convenablement pour voir est-ce que vous avez compris. Dans en fait la classe atome, nous allons définir en fait ici une propriété, mais attention, c'est une propriété de classe. Donc on l'appelle table. Vous allez bien voir qu'en fait dans cette table-là, ce sera tout simplement en fait une liste. Donc dans la liste, il y aura des éléments. Chaque élément aura un nom et puis le nombre de neutrons dans l'élément. Et on va aussi mettre en fait le symbole de l'élément. Vous pouvez me demander, mais attends, l'élément doit avoir aussi un numéro atomique. Ne vous en faites pas, ceci est dans l'implémentation parce que nous avons choisi l'index
de l'élément dans la table comme son numéro atomique, ce qui simplifie en fait notre implémentation. Vous pouvez aussi choisir en fait une autre convention qui vous va. Voilà, ceci étant dit, donc ici vous avez bien vu, on a l'index 0, mais vous comprenez très bien qu'il n'y a aucun élément qui a comme numéro atomique 0, donc le premier élément on met none. Voilà, très simple. Maintenant pour l'index 1, numéro atomique égal à 1, donc c'est l'hydrogène. Donc pour l'hydrogène, ici, ça c'est le nombre de neutrons, et ceci c'est le symbole. Et pour le dernier élément, ici on a le néon qui a pour le nombre de neutrons égal à 10, et puis voici le symbole. Voilà, exactement. Une fois que nous avons défini en fait la table, comme j'ai dit, ça c'est tout simplement en fait les 10 premiers éléments. Donc c'est à vous maintenant de vous inspirer de ce design-là pour continuer en fait l'implémentation si vous voulez. Après ici, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est le constructeur, très simple, self toujours, et puis on passe en fait le numéro atomique. Attention, ici maintenant, puisque dans notre table, nous n'avons que les 10 premiers éléments, donc il faut bien faire ici une validation. Il faut que le numéro atomique soit supérieur ou égal à 1 et puis inférieur ou égal à 10. En dehors de cette plage-là, on aura une exception, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, si vous décidez de continuer en fait l'implémentation, c'est à vous maintenant de faire une mise à jour de cette validation-là. Après cela, là c'est l'élément, donc on l'a déjà dit, on fait atom, table et puis atomic number. Comme nous l'avions déjà vu, le numéro atomique, ce n'est rien d'autre que l'index dans cette table-là. Mais cette table-là, comme je l'ai dit, c'est en fait une propriété de classe, donc on peut y accéder en faisant quoi? En faisant le nom d'abord de la classe, donc atom, et puis table, et puis on passe le numéro atomique. Et puis on définit en fait ce qui reste. Donc maintenant, voilà les propriétés. Donc atomic number, donc c'est le numéro atomique qui est déjà donné ici en paramètre, parfait. Après le nom, on va aller le chercher ici. Donc on a déjà défini l'élément ici, donc on va toujours aller chercher en fait son nom. Après on cherche son symbole pour définir son symbole. Après on définit en fait ici le nombre plutôt de neutrons. Après le nombre de protons qui n'est rien d'autre que en fait l'atomic number. L'atomic number c'est très simple, on connaît. C'est déjà passé ici. Hein. Bon, dans le cas initial, quand l'atome est dans son état fondamental, nous savons très bien qu'en fait, sa charge est neutre. Donc, le nombre de protons égale au nombre d'électrons, plutôt ici. Donc, forcément, le nombre de protons égale au nombre d'électrons. Puis, c'est aussi ce qu'on appelle atomic number quand l'atome est neutre. Voilà, parfait. Très simple. Ça, c'est comment on construit en fait un élément de la table. Voilà, parfait. Et puis, quoi d'autre? Voilà, maintenant, si nous voulons, par exemple, afficher en fait les informations d'un atome, c'est très simple. Ici, on va faire un aller à la ligne. Après, on met son nom, on met son symbole, on met le nombre de protons, et puis on met quoi? Le nombre d'électrons, et puis le nombre de neutrons. Très simple. Voilà, maintenant, c'est ici où les choses intéressantes commencent. On va définir en fait un ion en se basant sur un atome. Une fois de plus, le concept d'héritage. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ion n'est rien d'autre qu'un atome qui a gagné ou perdu des électrons. OK? Si on connaît son numéro atomique et sa charge, un ion est déterminé complètement. Il ne sert à rien de définir en fait depuis la base la classe ion. On peut définir la classe ion en se basant sur en fait la classe atome. Donc encore une notion utile de la programmation orientée objet.
Voilà, donc pour définir maintenant, ou bien pour construire un ion, c'est très simple. On a besoin du numéro atomique, comme dans le cas de l'atome, mais aussi on a besoin de la charge pour savoir combien d'électrons ont été gagnés ou perdus, n'est-ce pas? Maintenant, attention ici, là aussi on fait de la validation. Si la charge est égale à 0, c'est pas possible. C'est juste en fait l'atome de base. Donc il ne sert à rien de définir en fait un ion parce que ça n'existe pas. On n'a pas gagné d'électrons et on n'a pas non plus perdu d'électrons. Pour un ion qui a gagné ou perdu des électrons, la charge ne peut pas être égale à 0. Voilà, c'est juste pour éviter de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Dans le cas où la charge est positive ou négative, strictement, ici maintenant, on va initialiser en fait notre ion en commençant d'abord par le constructeur de la classe mère. Donc, on sait comment faire ceci déjà. Vous appelez en fait la méthode SAPE et puis init et puis vous passez en fait des numéros atomiques. Maintenant, vous faites en fait ce qui reste. Donc, il faut définir d'abord la charge. La charge, bon, ici, il n'y a rien à faire, c'est donné ici. Et après, il faut définir maintenant le nombre maintenant d'électrons dans l'ion. Et pour cela, il suffit de faire cette opération-là. Donc, c'est le nombre d'électrons initial dans l'atome initial, plus moins 1 fois la charge. OK? Parce que ceci, maintenant, suivant que la charge est positive ou négative, on aura un gain ou bien une perte d'électrons. Essayez de voir si cette opération-là est bonne. Testez cela. Mais je pense que c'est correct. Ici aussi, on va faire deux choses. On va utiliser d'abord la méthode display de l'atome, qui est la méthode de la classe mère, pour afficher les éléments de l'atome. Et en plus, on va afficher ce qui n'existe pas dans l'atome, donc la charge. Donc, pour afficher en fait les éléments de la classe de base, c'est très simple, il n'y a rien à faire parce que c'est déjà implémenté. Vous faites SAPE, donc on utilise la fonction d'affichage de la classe de mère, ok, SAPE.display, rien à faire ici. La méthode d'affichage de la classe mère, et après, c'est là où maintenant il y a en fait la notion de polymorphisme, on ajoute le comportement différencié, donc pour l'ion, il faudra aussi afficher en fait la charge, puisque l'atome n'a pas de charge, sa charge est égale à 0. Donc, il faudra surcharger la méthode qui nous permet de faire l'affichage pour lui ajouter en fait les éléments de l'ion. Donc ici, on fait quoi? Print charge particle pour dire qu'en fait, c'est un ion, donc c'est une particule chargée. Et on donne la charge ici, qui est égale à ce qu'on avait déjà calculé ici. Self.charge. Et une fois que nous avons ceci, je pense qu'en fait, on a fini l'implémentation. Maintenant, on va passer en fait au test. Par exemple, vous voyez très bien, ici, on a défini un atome et on a passé le numéro atomique 5 et puis on va afficher en fait ces informations-là. De même pour l'ion, on va définir un ion ici avec le numéro atomique 3, mais avec une charge positive. Après, on va afficher en fait ces informations. De même, on va construire un ion qui a pour numéro atomique 8, mais qui a une charge négative de moins 2, et on va afficher en fait ces informations-là. On va exécuter ceci. Là, vous voyez qu'en fait, le premier élément, c'était donc le bord avec 5 protons, 5 électrons, 6 neutrons. Le lithium pour le deuxième élément, avec 3 protons, 2 électrons et 4 neutrons. Et là, on voit très bien qu'en fait, le deuxième élément, c'était bien un ion, et qu'on voit nettement que la charge était une charge positive, et on le voit ici. Et pour l'oxygène, numéro atomique 8, c'est exactement cela, avec une charge négative de moins 2. Donc, forcément, on aura 2 électrons
de plus, donc ça fait 8 plus 2, ça fait bien sûr 10 électrons maintenant, mais le nombre de neutrons n'a pas changé, c'est toujours 8 neutrons, et bien sûr la charge égale à moins 2, comme nous l'avions déjà vu ici. Je pense qu'en fait cette démonstration-là a été utile pour vous montrer le concept d'héritage et de polymorphisme. On a aussi vu des choses importantes en passant, comme la notion de décorateur, la notion d'accesseur, la notion de mutateur, la notion d'encapsulation, de validation et de compatibilité ascendante. Voilà. Merci d'avoir suivi et si vous voulez essayer de prendre le code initial et pour implémenter l'ensemble en fait de la table de Mendeleev et partager avec nous votre implémentation si vous voulez dans les commentaires. Merci beaucoup et bye, à la prochaine.